les Congolais. Ah, Mouzé et moi, c'est une longue histoire. Et je lui dis, père, moi je serai ministre avec Laurent Désiré Kabila. Je suis né un peu enfant prisonnier parce que aussitôt que je sortais du sein de ma mère, j'ai été soutiré. Ma mère ne m'a pas vu. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Impact. Et vous savez très bien comment ça se passe dans Impact. Nous sommes là justement pour rencontrer les personnes qui donnent de l'impact dans notre société congolaise. Et comme d'habitude, je suis toujours accompagné de Magnolia qui est toujours avec nous, avec vous, pour nous, pour débattre sur tous ces sujets. Mais attention, pour alors ne manquer aucun numéro, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Impact TV. C'est simple, en quelques clics et vous êtes connecté directement avec nous. Notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle le sénateur Didier Moumengi. Le connaissez-vous? Peut-être pas. Peut-être vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, vous allez mieux le connaître. Si vous pensez le connaître, vous comprendrez que vous ne l'avez pas aussi connu que vous allez le voir dans votre émission Impact. Alors, pas trop de commentaires. On va démarrer avec Manolia dans quelques instants. C'est toujours sur votre émission Impact. Honorable Didier Moumengi, mais quel plaisir de vous rencontrer. Et c'est surtout un honneur. Alors des fois, les mots me manquent parce que rencontrer une personne comme vous, votre illustre personne, on ne sait plus par où commencer. Mais permettez-moi quand même si vous êtes une personnalité qu'on ne présente plus, mais permettez-moi quand même d'essayer quand même de vous présenter. Vous êtes Didier Moumengi, vous êtes, comme on dirait en lingala, Namukuse, vous êtes à la base journaliste, vous êtes écrivain et vous êtes homme politique. Oui. Je ne me suis pas trompé. Non. Jusque-là, ça va. Oui. Historien aussi. Voilà. Je suis aussi formateur en management En management. Ah ben voilà. et président du conseil d'administration de Calisec. Ah, je m'incline. Beaucoup Voilà. de casquettes. Hein? Beaucoup de casquettes. Oui. Alors, parmi toutes ces casquettes-là qu'on vient d'évoquer, si je pourrais vous demander comme ça dans la foulée, quelle serait la plus lourde? La plus lourde, Oui, de vos casquettes. la plus lourde de mes responsabilités, c'est celle des parents. Celle de parents. Oui. Ah, ça c'est honorable. Oui. Et pourquoi celle-ci vous pèse tant parmi toutes vos casquettes? Parce que c'est les plus grands défis qui se dressent devant les hommes ici-bas. C'est-à-dire reproduire des êtres mieux que vous-même, pour voir dans eux la projection de la personne idéale. C'est comme ça que je vois mes enfants. Oui. Mon rêve, c'est qu'ils soient de loin meilleurs que moi, qu'ils incarnent la perfection. Parce que moi-même, je suis très imparfait. C'est aussi ça qui explique ma passion pour l'histoire. D'accord. C'est-à-dire le passé, Oui. qui représente les parents, est un imparfait. Et le futur, qui représente les enfants, doit être conjugué au plus que parfait. Ah, magnifique. Ça, on sent vraiment que vous êtes vraiment dans votre élément, là. Magnifique. Mais de là, pour ne pas aller alors vraiment trop loin là-dessus, pour aussi un peu quand même mieux vous connaître, il y a la grande question que Manou doit vous poser quand même. Madame, On vous a connu sous musée Laurent Désiré Kabila. Pouvez-vous nous parler comment était votre rencontre? ah, Mouzé et moi, c'est une longue histoire. Une histoire qui commence avec ma naissance. Ok. Moi, je suis né en 62 au travers d'un
concours de circonstances assez rocambolesques. Mon père était déjà en exil avant de connaître ma mère. Votre père aussi, c'est un homme politique? Mon père était directeur de cabinet d'Antoine Kizenga quand celui-ci était président de la République populaire du Congo après la mort de Lumumba à Kisangani. Alors, il y a eu des pourparlers de paix, le conclave de Lovanium en 62, début 62, non 61, 62. Et Kizenga ramène mon père ici, son plus proche collaborateur, pour engager des pourparlers après la mort de Lumumba. Et il y a eu un accord au terme du conclave de Lovanium que Kizenga devrait récupérer sa place de vice-premier ministre. Et il dit à mon père de rester à Kinshasa pour aménager les bureaux, prendre contact avec les hommes politiques de la place et que lui rentrait à Kisangani pour faire ses bagages. Et parce que mon père était cousin de Moulélé, Pierre Moulélé. de Pierre Moulélé, c'est son cousin. Et Pierre Moulélé, sa femme, était une cousine à ma mère. Oh. Ah bon? Donc Pierre Moulélé avait une épouse qui était Moussongue. Ma mère est Moussongue, de Kabinda. En fréquentant la femme de son cousin, Pierre Moulélé, il a connu ma mère. D'accord. Sauf que Kizenga, rentrant à Kisangani, déclare la guerre à Kinshasa et affirme l'enracinement de la République populaire du Congo. Mon père entre en exil interne parce qu'il n'a pas été prévenu. À l'exil interne, ici à Kinshasa, c'était avec ma mère. Je crois comprendre que c'est là que j'ai été conçu. D'accord. Voilà, pour naître un peu plus tard, le 23 mai 1962. Alors, ma naissance était compliquée parce qu'entre-temps, mon père essaie d'exfiltrer, il s'exfiltrer pour Brazzaville et rejoindre Kizenga. En s'exfiltrant, il part avec un ami qui était venu ici pour faire ses cours à Lovanium, qui habitait Saint-Louis. Et cet ami, c'est Laurent Désiré Kabila. D'accord. Donc beaucoup de gens ne savaient pas qu'il habitait aussi Kinshasa. Il a habité Kinshasa. Et je vais vous faire une confidence. Il parlait correctement Lingala, Ah, musée. Musée. D'accord. Sauf que il n'avait pas l'accent qu'il voulait. C'est pour ça qu'il ne se donnait pas le courage de parler ouvertement Lingala en public. Alors, Laurent Désiré Kabila va s'exfiltrer avec mon père et ma mère a été arrêtée. Kinshasa, Oui, dans Léopoldville à l'époque. Léopoldville à l'époque, alors qu'elle était quasiment à terme. C'est dans ces circonstances-là que je vais naître. Je suis né un peu enfant prisonnier D'accord. parce que aussitôt que je sortais du sein de ma mère, j'ai été soutiré. Ma mère ne m'a pas vu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on m'a retiré pour me mettre dans une nurserie. Ma mère ne pouvait me voir que si elle dénonçait mon père. Donc c'était une condition. C'était le chantage. Alors vous imaginez une mère qui vient d'avoir son fils qui ne l'a pas vu, qui ne connaît pas sa face. Et là où j'étais dans la nurserie, comme les bonnes sœurs n'avaient pas un prénom, ben les bonnes sœurs regardent sur le calendrier le 23 mai. Il dit le 23 mai, c'est Saint-Didier. Ok. On m'appellera provisoirement Saint-Didier. Et 48 heures, je crois, 24 heures après, ma mère ne savait pas où était parti mon père avec son ami Laurent Désiré Kabila. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'était une embrouille totale. C'était... Ok. On ne pouvait pas l'amener parce qu'elle était quasiment à terme. Oui. C'est comme ça qu'ils sont partis sans elle.
pour s'organiser, fait qu'elle le rejoigne un peu plus tard. D'accord. Alors quand on me ramena à ma mère, et les bonnes sœurs diront à ma mère, en entendant, on l'a appelé Saint-Didier parce qu'il est né le 23 mai. Ma mère a dit, bon, ben, aussi, en attendant que son père revienne, je vais l'appeler Didier. Didier, d'accord. Et dans ma famille, le nom de Laurent Désiré Kabila a été lié à ses pères que j'ai vus bien plus tard. La première fois que j'ai vu mon père, j'avais 10 ans. Ah bon? Mais Donc, ils étaient partis, ils sont partis en exil et vous n'êtes plus jamais revus. jamais vu. Ni votre mère n'a pas revu son mari. Non plus. Waouh! On l'a vu 10 ans après. J'avais 10 ans. Ok. Et voilà, ce nom-là est resté dans la famille. Genre le nom en attendant. En attendant. Quand le papa était revenu, il n'a pas pu changer les noms. Non, quand papa revient, ma mère raconte l'histoire. Et mon père a dit, j'aurais bien voulu l'appeler Joseph. D'accord. Voilà. Mais comme il était un homme tenace, on a quand même corrigé mon nom pour m'appeler Joseph Didier Moumengi. D'accord. Ah, Ok. Et le nom de Didier a dominé parce que pendant 10 ans, en 10 ans. je m'appelais Didier et puis c'est resté. Il y a eu quand même aussi une sorte d'intermède. Oui. Parce qu'en 64, son cousin Pierre Moulélé. Pierre Moulélé lance la rébellion mouléliste. Oui. Nous sommes encore pourchassés. Ah, Oh là là. Ma mère s'exile à Mbujimaï, mais on devait absolument me cacher. et vous? Et moi et tous les enfants de moulélistes et lumumbistes de l'époque, on nous a regroupés à la mosquée du Soké, Oh, ok. en attendant qu'on nous exfiltre. Oui. Mais moi, j'étais le plus jeune parce que je n'avais que 2 ans. Et là, je suis baptisé musulman D'accord. pour camouflage, Oui. on me change d'identité. Mhm. Et je deviens Anabi Suleiman. Ah, C'est pas possible. vous avez un parcours terrible. Et ça, tout ça, c'est vécu dans votre enfance. Dans mon enfance, et j'ai commencé la maternelle dans cette mosquée d'Isoké. Disons qu'ici, Isoké dans la commune de Kinshasa. de Kinshasa, oui. Oui. J'ai commencé à écrire en arabe. Sérieux? Oui. J'ai commencé ma maternelle là-bas. Waouh! Voilà. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, je grandis, les années passent. À l'époque, on était protégé par un ami de nos pères, lumumbistes, mais qui était dans le gouvernement de Mobutu. Mhm. Il s'appelait Mabika Kalanda. C'est lui qui nous protégeait, c'est lui qui était notre parrain à nous tous. D'accord. Il était ministre, Oui. mais il était protecteur de lumumbistes. Étant donné que c'était l'ami de votre père, C'était l'ami du père, oui. mais aussi et d'abord un grand lumumbiste. Voilà. Voilà, c'est un peu lui qui nous protégeait. Et lorsque j'ai 18 ans, je rentre 17 ans, avant d'aller aux études en Europe, il me donne injonction d'être un jour écrivain comme lui. Ah, d'accord. Alors, quand je termine mes études, la première personne que je contacte, c'est mon parrain, Mabika Kalanda. Là, c'était en quelle année? Là, nous sommes en 90. Ok. Donc, peu avant la conférence nationale. Et il m'appelle confidence pour me faire nommer vice-ministre dans le gouvernement de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Le salut public. Le gouvernement, le premier gouvernement Oui, de la le conférence premier. nationale. Le gouvernement d'un mois. Oui, oui, c'est celui-là. Alors moi, je sortais de mes études. Mabika Kalanda m'appelle. Nous allons voir Kizenga. Et nous allons voir Étienne Tshisekedi.
Vous aussi, Je l'ai vu, oui, je l'ai D'accord. vu, moi aussi. à l'imiter, bien sûr. Pas limité dans son bureau. Il avait accepté d'être Premier ministre Ah oui, dans donc son la bureau primature, oui. à la primature. Oui. Nous étions là avec François Lumumba Mhm. et Olivier Kassongo, qui est malheureusement décédé, paix à son âme. Il me présente, voilà, dit à Premier ministre Etienne Tshisekedi, vous m'avez demandé de vous amener 2 ministres et un vice-ministre. Voilà, le vice-ministre. Etienne Tshisekedi dit, mais c'est un enfant. Là, vous avez... Ah, oh, d'accord. J'avais 27 ans. Ah oui. Ok. Et Mabika Kalana lui répond, Anchilouba, Oui. j'ai compris, il a dit, mais quand toi tu étais ministre, tu avais quel âge? Alors moi j'ai tremblé comme une feuille à l'époque. Oui, tiens, Je rentre de Tshisekedi, c'était un monument. J'ai tremblé. En sortant là-bas, j'ai dit, mais papa, je l'appelais papa, mais comment je peux être ministre? Je sors des études. Je ne sais pas ce que c'est être ministre. Je ne peux pas être ministre. J'étais stagiaire au journal Le Monde à Paris. Il m'a dit non, laissez-moi finir au moins mon stage. Je ne peux pas être ministre. Il a dit, tu dois être ministre. J'ai dit, je ne peux pas. Il dit, mais c'est lui-là qui est Premier ministre. Il avait quitté l'université direct, Oui. ministre. Mhm. Pourquoi tu ne peux pas être ministre? J'étais formé. J'ai dit non. Le lendemain, j'ai eu tellement peur. Je reprends mon avion, je m'enfuis. Paris. Paris. D'accord. Heureusement ou malheureusement, quelques jours après, Tshisekedi sera Oui. empêché de gouverner, conflit avec Mobutu, et il démissionne là où j'étais dit ouf. Bon, non, je n'ai pas accepté. Voilà, et après, Je vais rester en Europe. je suis resté en Europe, j'ai commencé à être pigiste dans le domaine qui était le mien, journaliste. Et j'ai eu la chance et le bonheur d'être repris par le monde diplomatique. À l'époque, Ah, le monde diplomatique. oui, c'était un prestigieux Absolument. journal, jusqu'aujourd'hui, un des Oui. plus grands journaux. Vous avez bien dit, vous précisez que vous venez déjà, vous avez fait votre stage au journal Le Monde, Oui, qui jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est le journal. un des plus grands médias du Oui. monde. Voilà. Et je signe mon tout premier article en 94-95, dans Le Monde. Et j'ai mon premier fils. D'accord. Et j'avais promis à mon épouse, j'ai dit, chacun de mes enfants aura un livre. D'accord. Alors, le jour de la naissance de mon premier fils, Olivier Henri Mumengi Kassongo, qui porte le nom de mon arrière-grand-père, Mhm. ben, ça correspond à mon tout premier ouvrage, Esprit des ruptures. Et il en sera ainsi pour tous les autres de mes enfants. La deuxième, Madeleine Mumengi Chikoudi Bapou, c'est Désir de vérité, un livre monument que j'ai écrit avec un des grands de l'époque, mais jusqu'à aujourd'hui, Mabika Kalanda. Et non, Mabika Kalanda avait voulu préfacer mon premier livre, et ça c'est un mystère. Il corrigeait mon premier livre parce que j'ai tenu à ce que lui préface ses livres, et je lui ai dit, Mabika Kalanda, préfacer mon livre, c'est mon diplôme d'écrivain. Oui, oui. Mais en corrigeant, il a dit, mon fils, je ne peux plus continuer parce que je sens que Dieu m'appelle. Je pensais qu'il plaisantait. Oui. Et Il est parti. il est parti, mais quelques jours avant, il m'appellera pour me dire, j'ai lu difficilement. Je crois que c'est le dernier livre que je vais lire parce que je suis en train de partir. Publie-le. Ces livres, c'est ton ascension. Il était un prophète. Il était un prophète. Absolument. En ce qui concerne les livres, on va en reparler dans quelques instants parce qu'il y a des questions qu'on va vous poser sur vos livres. Oui. Mais revenons un peu sur la page Musée Kabila. Bon, après, mon deuxième livre, j'allais arriver. J'ai écrit avec Maître Nimi. Maître Médéganimi.
Maïdi Un Kanji. livre entretien. Un livre Que entretien. j'ai eu l'occasion de lire, Vous effectivement. avez lu? C'était un livre, j'ai raté la préface de Mabika. J'ai eu l'immense honneur, je suis un enfant à l'époque, j'ai écrit avec les directeurs de cabinet de Mobutu Sese Seko. Hein? Donc j'ai 30 ans, j'écris un livre avec l'homme qui est resté Oui, 10 ans, directeur. directeur de cabinet et puis conseiller spécial de Mobutu. C'était un immense honneur pour moi. Et des livres à peine sortis, La rébellion ou La lutte et la libération s'enclenche avec Laurent Désiré Kabila. Alors ce nom ressurgit, retentit dans ma tête, Laurent Désiré Kabila. Mais je le croyais mort. Ah, d'accord. J'appelle mon père, je dis, mais est-ce que le Laurent Désiré Kabila là, c'est le même? Il a dit, oui, oui, c'est le même, c'est mon ami. Il dit, ok, d'accord. Là, Votre père est encore vivant. Il est encore vivant, oui. Il était à Kinshasa, lui. D'accord, Depuis qu'il est revenu, il est resté ici. d'accord, Depuis 72, il est resté à Kinshasa. d'accord. Et moi, je suis à Bruxelles. Là. Et Attendez, Laurent Désiré Kabila. Tilt. voilà. Et puis, un contact, c'est un aîné qui m'aimait beaucoup. Mes contacts, c'était l'ancien ministre, le tout premier ministre de la justice du gouvernement de Musée, Célestin Lwangi. Il dit, est-ce que par tes contacts dans l'univers médiatique, tu ne peux pas soutenir la rébellion de celui qui est ton père, tout ça? Il dit, ouais, pourquoi pas, rien qu'en pensant à ma naissance, c'est intéressant. Alors j'ai mis tous mes réseaux, parce que j'étais dans l'univers de la presse en Europe, pour présenter le gouvernement, enfin la lutte de Laurent Désiré Kabila. Alors lorsqu'il arrive à Kinshasa, c'est Lwangi qui me demande de venir. D'accord. C'est le ministre, c'est Lwangi qui me demande de rentrer. Mais il me demande de rentrer pour faire un exposé sur la communication présidentielle. Essentiellement ça, et j'ai retourné. Je suis venu, j'ai fait cette présentation devant le président. Il y avait le président Laurent Désiré Kabila, le ministre Victor Mpoyo à l'époque, et Lwangi lui-même. Alors j'ai fait la présentation. Mais Musée ne me demande pas mon nom. On m'appelle le petit de Lwangi. Ah, ok, ok. Là, c'est où exactement? C'était à l'Intercontinental, la grande suite présidentielle de l'Intercontinental. J'ai fait mon exposé. Là, vous êtes déjà président de la Vous République. êtes président de la République. D'accord. Moi, je viens pour faire un exposé sur la communication présidentielle. Alors, on nous a dit, ok, bon, c'est bien. On était 3 à faire, et 2 qui venaient de Suisse et moi. Après, on est passé. Puis, bon, c'est passé. Le lendemain, on nomme, parce que c'est un gouvernement de 9 membres, qui nous est complété au fur et à mesure. Le lendemain, on nomme Juliana Lumumba, vice-ministre à l'information. Alors, Juliana Lumumba vient chez Lwangi, dit, mais moi, j'avais un petit frère qui était dans la presse, que j'aimais beaucoup. C'est lui que je veux comme directeur de cabinet. Est-ce que tu ne peux pas le chercher? Il doit être entre Paris et Bruxelles. Il a dit non, il n'est pas entre Paris et Bruxelles. Il est ici. Il est venu il y a 2 jours. Il a dit, je le veux. Et c'est comme ça que je deviens directeur de cabinet de Juliana Lumumba. Je décide de rester. Alors, il se produira un événement. Nous sommes le 30 juin 1997. Donc le premier 30 juin. Alors Musée dit, bon, mais il faut un portrait officiel. Je n'ai pas de portrait officiel. Il vient d'être président en mai 1997, il n'y a pas de portrait. Et demande à Juliana Lumumba de trouver un photographe. Oui. Juliana contacte son directeur de cabinet qui est moi. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on fait un portrait présidentiel. C'est pas un photographe qui fait un portrait. Un portrait officiel du président, c'est un message. Et ce message est de 2 ordres.
C'est-à-dire, il communique sa vision à travers le portrait, mais aussi, il fixe le trait de son personnage tout le long de son mandat. C'est ce qu'on avait appris à l'école. Oui. C'est quoi un portrait officiel des chefs de l'État? Donc, le portrait doit fixer le trait du visage. C'est-à-dire, s'il est barbu, il restera barbu tout le long de son mandat. Oui. S'il est chauve, il restera chauve, et ainsi de suite. Oui. C'est-à-dire, il faut que le président décide. C'est ça. Et ensuite, il veut présenter quelle vision? La vision d'une force écologique. On fera un portrait devant, derrière, de fleurs et tout ça. S'il veut communiquer la puissance cognitive, ben, ça sera devant une bibliothèque, et ainsi de suite. Alors, j'ai fait 5 scénarios de portraits officiels avec fixation des signes qui présentent le chef de l'État par rapport à sa vision et par rapport à ses traits qu'il veut communiquer. Parce qu'un président, on doit instinctivement les reconnaître. Entre-temps, le président l'appelait, mais il est où le portrait? Parce que je n'ai pas, il est où le photographe? Parce que je n'ai pas le temps. Alors, je donne mon document et Madame Juliana prend le document, la main telle qu'elle, chez le président. Alors, le président est en train de lire, il dit, ah bon? Mais c'est passionnant, ce métier de chef de l'État. Même un portrait, il faut tout ça. Alors, il arrive à la fin du texte, il voit D. Moumengi. Ok. Il dit, mon père signait aussi D. Moumengi parce qu'il s'appelait Donatien Moumengi. Dans sa tête, c'est son ami qui n'a pas vu depuis. Ils se sont séparés en 66 parce qu'entre temps, mon père était allé en Europe, en Égypte et puis en Chine. Donc, depuis 66, ils ne se sont plus vus. De 66 à 97. De 66 à 97. C'est 20 ans? 30 ans? Ouais. 30 ans? Presque 30 ans? Presque. Alors, il dit à Juliana, c'est qui Moumengi? Juliana dit gentiment, mais c'est mon directeur de cabinet. Il dit, mais il est où en ce moment? Il a dit, il est au cabinet. Elle dit, ok. Il appelle son officier d'ordonnance. Il a dit, tu envoies des soldats au ministère de l'Information. On me prend un monsieur qui s'appelle Moumengi. On l'amène ici. Voilà. Alors, dans ce bureau, j'étais en train de préparer la présentation de mon livre avec Guylaine Chilonda. Ok. C'était un grand journaliste de l'époque à la RTNC. Oui. Paix à son âme, il est parti. Chilonda, grand journaliste. Alors, pendant qu'on parlait, donc, j'ai présenté mon livre Désir et vérité avec Maître Nimi. Alors, les soldats débarquent, comme une bombe. Demande Moumengi Kowapi. Il est entre Chilonda et moi. Ah, vous... Chilonda dit, c'est pas On va pas s'élever. Non, on pensait que c'était une arrestation militaire. Oui. Et dans leur tête, on les a envoyés arrêter Didier Moumengi. Ah, tel qu'on les a envoyés, ils se sont dit qu'il faut arrêter Didier Moumengi. Voilà. D'accord. Ils me prennent, le temps de me mettre de mes notes, on me trimballe, ascenseur, on descend, on me jette dans une jeep. Alors, ils discutent, ils discutaient en Swahili, à l'époque je ne comprenais rien, le Swahili. J'avais compris par après, mais par où on va rentrer, il ne faut pas qu'ils voient. Alors, mes bandes. Ok. À la présidence, je n'ai pas vu quand on met des bandes. Je suis dans une pièce, il n'y avait pas de chaise, rien. Je dis, mais chaud. Du coup, la porte s'ouvre. Et ils m'apprennent avec mon livre. Pour moi, comme c'était... Oui. J'avais écrit avec un ancien collaborateur de Mobutu, c'était là les crimes. Et donc, ils m'ont pris avec mon livre. Que j'avais en main, ils m'ont pris tel quel. Ils ont laissé Chilote. La porte s'ouvre, c'est Kabila qui apparaît. Lui-même. Lui-même. Vous êtes Kabila. Oui. Alors, j'avais envie de disparaître.
À l'époque, Kabila a une réputation, Oui, c'est les oui. guerriers. L'homme qui a fait tomber Mobutu. L'homme qui a fait tomber Mobutu, il est en face de moi, on n'est que deux. Et lui me demande, toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'ai dit, mon Dieu. Il dit, moi, je ne sais pas ce que je fais là. Il dit, mais comment ça, tu ne sais pas? Il dit, mais je ne sais pas. Les militaires m'ont arrêté, ils m'ont amené ici. Les militaires t'ont arrêté? Tu sors d'où? Tu viens d'où? J'ai dit, non, je viens du ministère de l'Information, je suis le directeur des cabinets de Madame Juliane. Tu es le directeur des cabinets? Comment ça? Tu t'appelles comment? J'ai dit, Moumengi. Moumengi comment? J'ai dit, Moumengi Didier. Alors, pendant que je parlais, j'ai tremblé tellement que les livres tombent. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, oui, c'est mon livre. Tu as écrit un livre? Il dit, oui, c'est mon livre. Montre-moi ça. Je prends, je dis, ah, ça c'est l'objet du crime. Fini. Je finis là, je suis mort. Musée prend le livre, il regarde, Maître Nimi. Il dit, ce monsieur, c'est un génie. Dommage, Mobutu n'a pas su profiter de l'intelligence de ses collaborateurs. Je dis, donc c'est pas ça les crimes. Il dit, toi, tu as écrit un livre avec lui. Où tu as eu ce nom de Moumengi? J'ai dit, non, de mon père. Ton père s'appelle comment? Il dit, Donatien Moumengi. Ah. Allez, donc c'est toi. J'ai dit, c'est moi. Hein. Je Ce fais que je fais. Il dit, je t'ai vu dans le ventre de ta mère. Il vous dit ça. Oui. Avant que nous exfiltrons ton père et moi de Kinshasa. Allez, viens mon fils. Il m'embrasse. Ah. Là, j'ai eu la peur. Là, la peur est tombée, j'ai eu la paix. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Musée. Et un an plus tard, juin 98, au terme d'une circonstance aussi rocambolesque, il me nomme ministre. Voilà. La communication. À la communication. Un an après. Un an après. Entre-temps, j'ai quitté le ministère de l'Information pour être directeur des cabinets au ministère de la Coopération internationale, avec Célestin Lwangue comme ministre. Et c'est de là-bas que j'ai été nommé ministre. Voilà, pour la petite histoire. Et vous qui avez la providence de vivre à ses côtés, parce que lui, vous considérez vraiment comme son propre fils, il était comment? Parlez-nous un peu de lui. Parce que pour nous, il est resté un mystère. Un mystère, un papa, un monsieur, un homme qu'on a vu et qui est passé tellement vite. Alors, il y a une anecdote qui explique l'homme. C'est quand il me nomme ministre. Moi, je suis parti du pays, j'avais 17 ans. La référence pour moi, c'est des ministres européens, vus en Europe, comment ils fonctionnent. Je me suis dit, ok, un ministre, ça doit d'abord présenter à son président un programme départemental. Je vais demander à Musée une audience pour lui présenter mes idées. Je le fais dès le tout premier conseil des ministres. Il est étonné, il a dit, tu vas me dire ce que tu comptes faire? Je dis oui. Il dit, ok, viens demain à 9h. Je viens demain à 9h chez lui. Alors je lui explique ce que je pense. À l'époque, j'amène précocement l'idée de la dépénalisation du délit de la presse. Moi, je prononce le nom de dépénalisation du délit de la presse. Dis mon petit. Arrête de fonctionner comme un blanc. Tu es ici. On doit construire ces pays. On ne va pas construire en commençant par dépénaliser les délits. Tu vois comment déjà je n'ai rien fait. On m'insulte tous les jours. Et toi, tu vas dépénaliser tout ça? Ben, c'est fini, on sera dans une jungle ici. Alors, je me mets à défendre cette thèse. Alors, ça l'énerve. Et comme je ne le connaissais pas encore,
Je ne savais pas qu'il était déjà énervé. D'accord. Alors, moi, je continue. Ah. Je lui dis, OK, au-delà de mes projets pour mon département, ben, j'ai un avis général sur le fonctionnement du gouvernement. Je lui dis, vas-y. Il dit, mais je suis ministre dans un contexte particulier où vous avez déclaré le retrait de notre pays par rapport aux institutions internationales et principalement la francophonie. Et à l'époque, la francophonie, c'était né, je crois qu'à Hanoï, quelque chose comme ça. Et vous avez déclaré le retrait de la RDC, on ne passera plus à cette histoire. Je dis non. Il dit, mais pourquoi tu veux que je reconsidère ma position? Alors je sors cette malheureuse phrase, je me rappelle toujours comme si c'était hier. Je dis, mais Mouzé, je sais que les Occidentaux nous trompent. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi nous, on n'arrive pas à les tromper? Ah, d'accord. Je sais que la diplomatie, c'est un jeu de faux semblants. Eux, ils font semblant. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de faire semblant en maintenant notre ligne? Moses se fâche. Il dit, petit, c'est comme ça qu'il m'appelait. Tu ne sais pas ce que c'est l'impérialisme. Moi, je l'ai vécu dans ma chair. J'ai passé des années dans le maquis pour combattre l'impérialisme. L'impérialisme nous a arraché Lumumba. L'impérialisme nous a imposé Mobutu pour détruire notre pays. Et toi, tu veux qu'on coexiste avec ces gens. J'ai dit, Monsieur le Président, on n'a pas le choix. Tu insistes encore? Allez, sors! Dégage! Sors de mon bureau! Il a tellement crié fort que Les gardes. les militaires sont entrés et m'ont pris. Alors les militaires m'ont pris parce qu'ils ne savaient pas que j'étais ministre, au fait. Ah, d'accord. C'était le deuxième jour. Ah, ok. Ils me prennent, ils me mettent au cachot juste derrière, Bon, là, c'est au Palais des Marbres. au palais des Marbres. Ils ne savaient pas qui j'étais. Je ne savais pas que vous étiez ministre. Je venais d'être nommé 3 jours avant. Oh là là. Donc, ils ne me connaissaient pas, quoi. D'accord. Ils ont vu un gamin entrer en train d'embêter le président. Le président se fâche. Alors, je reste là, Mouzé termine sa journée et repart chez lui à pied, au palais des Marbres. Vous Alors, êtes resté. Oui, le protocole, moi, pour les suivre, il dit, mais Mouzé, le monsieur qu'on a arrêté là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez dit, quel monsieur vous avez arrêté? Il dit, non, le monsieur que vous avez chassé le matin. Les militaires l'ont mis là-bas. Il est... Oh. Mais pourquoi vous l'avez arrêté? Il dit, non, non, parce que vous étiez en colère. Libérez-les qu'il aille. Il rentre chez lui. On vient me prendre. Je rentre à la maison. Ma petite femme me dit, je ne sens pas cette histoire. Partons. Rentrons en Europe. J'ai dit, je crois que tu as raison. On va partir. Ouais. Et nous étions un mardi. Le premier vol, c'était jeudi. Alors ma femme dit, on ne va pas attendre jeudi. Le lendemain matin, on traverse à Brazzaville. On va attendre là-bas parce que ça sent mauvais cette histoire. On dit, OK, demain matin, on fait les papiers. On passe par Brazzaville et puis on rentre. J'avais tellement peur de Mouzé. Et puis, 5 heures du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone. Didier, au bureau dans 5 minutes. Il ne savait pas où j'étais. 5 heures du matin. 5 heures du matin, au bureau dans 5 minutes. J'ai dit, oui, Mouzé. J'ai dit à ma femme, il m'a appelé. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. C'est fini pour nous. Alors ma femme me fait le petit sac du prisonnier. Alors, il me met mes papiers, mon stylo, parce qu'il savait bien que j'adorais écrire. Il me met brosse à dents, dentifrice. Enfin, le petit sac du prisonnier, quoi. Ouais. Il dit, OK, ben, je vais t'accompagner, je vais rester loin pour voir là où on va t'amener, quoi. Comme, au moins, je sais où tu seras en prison. Nous venons à 2, Palais des Marbres, moi j'entre. Et je trouve Mouzé, bizarrement,
dans la même tenue qu'il portait hier, Ok. quand il m'avait chassé. Ok. C'est bizarre. Et dans un petit bureau. Je vais vous décrire la scène. Je crois que c'est les jours où j'ai atteint les summums de la peur. Ah ouais? Il avait un tout petit bureau au-dessus de son bureau. C'était tout petit. C'est là qu'il aimait bien travailler. En maquisard, qu'il a Oui, toujours oui. été. Et j'entre dans ce bureau, il y avait les revolvers posés sur la table. Ok. Quand j'entre, je vois les revolvers, je les regarde, je dis aïe, c'est pas la prison. C'est l'exécution. C'est l'exécution. Dès que j'entre, il a dit, est-ce que tu peux répéter tout ce que tu as dit hier? Je dis, Mosé, pardon. S'il vous plaît, pardon, Mosé. Je retire tout ça. Il dit, non, 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 faut pas retirer. Il faut que tu répètes ça. Je dis, Mosé, j'apprends à vous connaître, je ne savais pas. Il dit, non, 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 non. Là, il m'appelle plus petit. Et je ne savais pas faire la distinction. Il m'appelle fils. Ok. Tu dois répéter. Je dis, mais pardon. Et tu dois répéter. Alors, j'avais les regards fixés sur les revolvers. Et je n'ai pas le temps de me retourner. Je dis, il y a une fenêtre derrière moi. S'il pose la main sur le revolver, je me jette par la fenêtre. Je dis, répète. Alors, je me mets à répéter tout ce que j'ai dit hier. Quand je termine, il baisse la tête. Il me dit, fils, je t'appelle fils parce que tu es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je te nomme mon contradicteur en chef. Oh! Alors, Vive j'ai les regardé. fonctions. Contradicteur en chef. Voilà. Il dit, tu vois, mon fils, le peu de temps que je viens de mettre en tant que chef de l'État m'a appris une chose. Un chef d'État africain n'a pas de conseillers. Même mes amis les plus intimes, même mes aînés sont devenus mes fanatiques. Ok. Je peux dire même des bêtises. Ils applaudissent. Ils applaudissent. Toi, tu m'as contredit. Tu m'as contredit non pas parce que tu ne me connaissais pas. Tu m'as contredit parce que tu es mon fils. Et à partir d'aujourd'hui, je te nomme mon contradicteur. Je reconnais mon erreur. C'est toi qui avais raison. Waouh! Voilà, Mosé. Un grand capable de se remettre en cause et de dire, je te nomme mon contradicteur. Il a dit, je t'ai dit de me contredire dans tous les domaines, même sur le plan vestimentaire. Tout ce qui ne va pas en moi, dans mes gestes, dans mes dires, tu me contredis. Et je me suis comporté comme ça jusqu'à sa mort. D'accord. Voilà, Mosé, la grandeur et l'humilité. Mhm. Être capable de reconnaître ses erreurs. Vouloir être contredit. Voilà ce qu'il était, Mosé, au-delà de tout ce que vous savez. Magnifique. Vous savez, vous venez de nous exposer des anecdotes qui sont emblématiques et magnifiques et émotives aussi à la fois. C'est magnifique. Mais alors, à vous écouter, quand on parle de votre jeunesse à vous, votre genèse, pardon, on comprend que quelque part, vous étiez quand même prédestiné à devenir l'homme que vous êtes devenu dans la vie. Oui, j'étais prédestiné parce que je l'ai voulu. Dès mon enfance. Et ma vie m'a appris une chose. Tu deviens ce que tu as voulu devenir. C'est à l'âge de 13 ans, 13 ans, que j'ai décidé de devenir un jour ministre. Ah oui? Oui. Ok. Et pourquoi? À base de quoi? Parce que à 13 ans, mon père revient Au pays. au pays et il avait un comportement anachronique, bizarre. Un jour, je les ai entendus discuter avec ma mère. Mhm. Et ça finit dans le pleur. Je ne savais pas très bien de quoi il parlait, mais j'ai entendu ma mère pleurer. Quand papa est parti, je pose la question à ma mère. Je dis, mais
qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est ton père, depuis qu'il est rentré d'exil, il a un comportement bizarre. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais ton papa est parti d'ici, il était parmi les premiers collaborateurs de Lumumba, les jeunes collaborateurs de Lumumba, qu'il avait envoyés en Europe pour apprendre la diplomatie et devenir les premiers ambassadeurs de la République. Alors, comme il n'a pas été ambassadeur, il fait des cauchemars, il est resté dans sa frustration et c'est comme ça qu'il a ses caractères bizarres, tout ça. Alors je pose la question, j'avais 13 ans, à ma mère, mais pour être ambassadeur, qui nomme les ambassadeurs? Ma mère me dit non, c'est les ministres qui nomment les ambassadeurs. Ok. Elle dit, c'est les ministres qui nomment les ambassadeurs. Alors, papa, maman, moi, je serais ministre pour nommer mon père ambassadeur. D'accord. Ok, donc c'est dans ce souci-là. Il y avait 13 ans. D'accord. J'ai dit, je serais ministre pour nommer mon père ambassadeur. Et depuis lors, c'est devenu une obsession d'enfant. Et c'est comme ça qu'en allant à l'internat à Kimwenza, je suis allé voir le père curé, qui s'appelait Alvaro. Il était colombien, jésuite colombien. Et je lui dis, père, moi je serai ministre. Il m'a regardé, tu seras ministre en classe? Il dit, non, 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 ministre quand je serai grand. Je dis, ah, très bien. Je dis, mais comment je dois faire pour devenir ministre? Elle a dit, non, je pense que pour devenir ministre, il faut savoir bien écrire. Mais pour savoir, il faut beaucoup lire. J'ai dit, ah bon? Pour être ministre, il faut savoir écrire. Oui, oui, il faut écrire des livres. Ah tiens, voilà. Ces livres-là, tu dois les lire. Okay. C'était les Cides de Corneille. Alors, les Cides de Corneille, d'après le père Alvaro, pour moi, quand j'aurai fini de lire ces livres, je deviens ministre. D'accord. Alors, on n'avait pas l'autorisation de rentrer à l'internat avec les livres de la bibliothèque de Canisius. Canisius, c'est les noviciats de pères jésuites. Donc nous, on était à l'internat, internat jésuite, internat du collège de Kimwenza. Et à côté, il y avait les Canisius où on formait les prêtres jésuites. À l'époque, c'était au niveau des noviciats. Il y avait une grande bibliothèque là-bas. Et moi, comme je ne pouvais pas, je me suis mis à recopier les Cides. Ah ouais? Je les recopiais entièrement. Ah, c'était mon diplôme. Si je termine de les lire, je deviens ministre. Dans ma tête, c'est ça. Je les recopiais. Ok. Et je ne savais pas que je mettais dans mon ADN la passion de l'écriture. Mais il s'est passé un autre phénomène. Là, je suis fiancé avec mon épouse. Je passe mon temps entre mon petit travail de pigiste et l'écriture. Je suis en train de préparer mon tout premier livre. Comme dans tout couple, il y a toujours des disputes. Madame doit... Alors on se dispute. Et la famille de ma femme intervient pour dire, de toute façon, ton jeune fiancé est là, qui passe son temps dans des livres, on pense qu'il n'est pas tellement bien dans sa tête. Il est un peu disjoncte assez souvent. Alors on s'organise pour soutirer. Alors ma femme à l'époque, il travaillait déjà dans une banque. On ne voyait pas très bien comment une banquière va perturber sa carrière par un jeune homme qui ne rêve que d'écrire, quoi. Qui passe son temps à écrire. Et j'avais des bouts de papier partout, toilettes, salle de bain, partout, j'écrivais partout. On décide de nous séparer. Ok. On était fiancés encore. Alors j'ai dit à ma fiancée, j'ai dit, si tu sors de cette maison, on ne t'appellera jamais
Madame ministre. Carrément. Et une de ses cousines dit, tu sais, ça quand même Azali Bob. Alors, ministre de Negevili. Et elle avait crié en vous? Mais elle n'est pas partie. Ouais. Non pas parce que j'ai dit que j'étais ministre, mais parce qu'elle était aussi amoureuse. Exactement. Elle était entre deux influences, Oui. la famille et moi. Oui. Et puis, elle a choisi de rester. Elle n'a pas eu tort. Et 3 ans après, jour pour jour, j'étais ministre. Voilà. 3 ans après. 3 ans après. Vraiment, vous étiez prophète de votre propre vie. C'est pour ça que pour les jeunes, ceux qui veulent devenir, ils doivent le décider Mhm. dans leur jeunesse. S'ils sont croyants, quand vous décidez de devenir quelqu'un, Dieu le consigne dans son livre de destin. Il ne vous restera que la persévérance, l'obstination sur la voie que vous avez choisie. Vous deviendrez l'homme que vous avez décidé d'être. Mhm. Oui, avant de chuter, je voulais juste vous demander, après le départ de Mosée, qu'est-ce que vous avez déploré? Et après le départ de Mosée, tout ce que j'ai déploré, c'est son départ. Et comme par hasard, je suis habillé en noir. Ah oui. Je reste en deuil parce que j'ai perdu plus qu'un chef. Mhm. J'ai perdu un père qui était père dans toutes les dimensions. Il m'a adopté comme fils. Il m'a guidé dans mes premiers pas de responsable d'État. Il m'a redonné confiance en moi. Et je n'ai jamais cessé de porter son deuil jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que j'ai regretté le plus. Et mes amis m'ont facilité ces deuils. Parce que, après son départ, c'était pour moi la traversée du désert. C'était pour moi les 14 stations du chemin de la croix. J'ai passé des moments très difficiles après la mort de Mosée, où je suis redevenu moins que rien, à pied, sans moyens. Mais quelque part, j'étais heureux de vivre ces moments de difficulté qui étaient pour moi des moments de deuil. C'était pour moi cohérent avec ce qui était au fond de moi. J'étais en pleurs, donc je devrais passer des moments de difficulté pour retrouver d'autres ressources qui somnolaient dans mes profondeurs. Et c'est comme ça que, concours de circonstances, il y avait un jour où on me chassait de la maison comme un malpropre. J'étais locataire de l'État, mais le pouvoir avait décidé de me chasser. Et pendant qu'on mettait mes affaires dehors, un ami banquier, j'habitais à Gombe, juste à côté du cercle de Kinshasa, côté du cimetière. Un ami passait là-bas, il voit mes affaires dehors, énormément de gens. Je passe les détails, il m'appelle pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Je dis « Non, non, on est en train de me déguerpir. » Il a dit « Je vais te donner un crédit. Tu es un grand homme, je ne comprends pas pourquoi ton pays ne te reconnaît pas cette stature. » Il m'a fait un crédit avec un délai de grâce assez long. Ça m'a permis d'acheter la maison où je suis maintenant. Mais il y avait aussi quelqu'un qui passait là-bas, qui était membre de ma famille. Il a vu ça. Lui, il est venu me voir à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Didier? J'ai dit, voilà. Il dit, alors viens chez moi. Tu dois donner cours. Tu ne peux pas rester dans des difficultés incroyables.
tes enfants sont chassés de l'école, tu es à pied, viens au moins donner cours. Je ne sais pas comment tu résistes, mais à ta place, j'aurais déjà fait un AVC. C'est le père Ekwa Ah, le père est quoi? qui m'appelle au Cadisec pour que je donne cours au Cadisec. J'ai dit au père, mais je n'ai jamais donné cours. Je ne sais pas comment on donne cours. Il dit, mon fils, quand je te vois à la télé, je vois un enseignant. D'accord. Tu es naturellement enseignant. Prends mon cours, parcours-le. Dès que tu te sens, tu reviens. C'est ce que je fais. Et c'est comme ça que je commence une nouvelle carrière d'enseignant au Cadisec. D'accord. Et aujourd'hui, je suis président de cette institution Voilà. prestigieuse, Oui. une institution jésuite, Oui. et la plus vieille institution de formation professionnelle qui existe depuis 1956. Sans vouloir faire de polémique, si Mouzé était toujours vivant, selon vous, comment serait le Congo? Je vous recommande un de mes ouvrages, L'avenir à bras-le-corps. Mouzé m'avait demandé de réfléchir à un projet, à un programme de redressement national. Lorsque je ramène ce programme, le projet que j'avais élaboré, il parcourt la table des matières. Il dit, je sens que ça va être une bombe, ça. Et on va faire ça, laisse-moi le temps de les lire. Mais je te garantis que rien que la table des matières rencontre mon assentiment et nous allons réaliser ça. D'accord. Mais Mouzé est mort sans me faire les retours. Pour lui rendre hommage, j'ai publié ce projet sous forme de livre après sa mort, que j'ai intitulé L'avenir à bras-le-corps. Lisez ces livres, vous comprendrez exactement ce que Mouzé a voulu faire de ces pays. Absolument. Alors, juste pour clôturer rapidement là-dessus, vous avez écrit une bonne vingtaine d'ouvrages. 23 ouvrages. Combien? 23. 23 exactement. Alors, il y a par exemple celui de Panda Farnana, le tout premier universitaire. Oui. Celui-là. Il y a par exemple, quand vous dites réécriture de l'histoire, pourquoi pensez-vous qu'il faut réécrire l'histoire du Congo? À cause de la colonisation? Quelque chose qui a raté, qui a été mal fait, ou bien une histoire inachevée? Vous savez, aujourd'hui, la science psychologique fait la démonstration que le peuple qui ont traversé les affres les plus effroyables, qui ont connu des sévices les plus inqualifiables, développent en leur sein ce qu'on appelle l'hormone de cortisol. Cette hormone a la particularité d'inhiber les virtualités créatrices et même les ressorts cognitifs. Et l'hormone du cortisol a la particularité de se transmettre de manière transgénérationnelle et créer des êtres bipolaires. Nous, en tant que peuple, nous, Congolais en tant que peuple, nous avons connu les sévices les plus effroyables de toutes les colonisations du monde. Il y a un livre formidable écrit par le prêtre Rinchon qui atteste que 20 millions d'esclaves sont partis du Congo. D'accord. 20 millions. Vous imaginez dans quelles conditions et quel traumatisme peut laisser cette décapitation à cet ordre-là de 20 millions.
Nous avons connu en tant que peuple la colonisation la plus atroce de toutes les colonisations du monde. C'est la seule colonisation qui a imposé les régimes des mains coupées, et même mains et pieds coupés. C'est la seule colonisation qui a transité par la décapitation systématique des lignées royales. Les ethnies congolaises que nous continuons aujourd'hui sont des faits coloniaux. On a décapité les têtes de la plupart des chefs coutumiers de vieilles lignées ancestrales. Et généralement, la règle, c'était on prend le plus simple des collaborateurs du roi pour l'investir chef. Donc, nous avons développé certainement, de mon point de vue, et c'est ce que je développe dans mon prochain livre, La patriocratie, nous avons développé cette hormone de cortisol qui explique beaucoup de nos attitudes autodestructrices d'aujourd'hui. L'indépendance devait être un moment où il fallait purger ces traumas-là au travers d'un aggiornamento qui allait nous amener à rompre avec l'homme que la colonisation a fabriqué et que l'on a appelé Mundele Ndombe, mi-blanc, mi-noir, l'homme qui a sectionné les liens avec son ancestralité pour devenir le blanc qui ne pourra jamais devenir. C'est cet homme-là que nous étions en 1960. Malheureusement, nous avons quitté, nous sommes devenus indépendants sans quitter la colonisation. Et ces traumas-là qui circulent dans nos veines, au travers de l'hormone de cortisol, expliquent bien de nos errements d'aujourd'hui, expliquent le peu de patriotisme que nous affichons vis-à-vis de notre patrie. Surtout, ça explique une chose fondamentale, la perte de notre capacité à résoudre nos problèmes. Mieux que ça, nous avons perdu quelque chose de fondamental, qui est la première ressource des peuples et des nations. Nous avons perdu la confiance en nous. Ce qui explique bien de nos déboires. Voilà pourquoi, pour faire transition, avec des amis, nous avons pensé créer l'Académie du bon sens. Le bon sens pour que nous retrouvions la bonne direction. Mais le bon sens pour nous permettre de purger ces traumas et de nous réconcilier avec nous-mêmes, afin de retrouver cette ressource qui nous est innée du bon sens et restaurer notre capacité à résoudre nos problèmes. D'où vous parlez de l'Académie du bon sens. D'où l'Académie du bon sens. Là, vous faites bien vraiment vraiment d'ouvrir cette grande fenêtre, si je peux appeler ça comme ça, l'Académie du bon sens. Mais quel est le sens de cette académie? Alors, est-ce qu'on peut faire un exercice ensemble? Avec plaisir. Madame, vous permettez? Avec plaisir. Avec plaisir, nous avons le bon Je vous sens. pose une question. Oui. Je suis aussi journaliste. Alors, d'après vous, quel est le problème de notre vie quotidienne qui vous choque le plus et le plus souvent vous révolte parce que vous pensez au fond de vous-même que la solution à ces problèmes relève du bon sens? Je répète, quel est le problème de la vie quotidienne congolaise qui vous choque le plus et le plus souvent vous révolte parce que vous pensez que la solution à ces problèmes relève du bon sens? Je commence, moi. Oui, vas-y.
À ton honneur. En tant qu'encadreur, moi, je suis encadré. C'est que moi, j'ai remarqué dans notre société, dans notre vie au quotidien, nous avons un problème sérieux, c'est un problème de l'éducation. L'éducation. Vous pensez que les problèmes de l'éducation vous choquent le plus et que la solution à ces problèmes d'éducation relève du bon sens. Alors, M. Arsène. Moi, je pense que c'est un problème de conscience. Il y a une crise totale de conscience et de confiance. Mais vous pouvez l'illustrer avec un problème Un problème, de la vie quotidienne. oui, l'inconscience. Les consciences, ce n'est pas un problème de la vie quotidienne, c'est un problème de tout le temps. Même problème que nous rencontrons. Madame a parlé de l'école et de l'éducation. Vous, quel est le problème qui vous choque le plus? Ah, c'est Un problème perceptible. perceptible, mais c'est pratiquement la perte du pouvoir d'achat. La perte du pouvoir d'achat. Et vous pensez que restaurer le pouvoir d'achat relève du bon sens? Ah oui, 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 ça revient. Personnellement, j'en pense parce que s'il y a cette perte de pouvoir d'achat, c'est parce que justement, au-delà de tout ça, il y a un problème de conscience. Les gens ne sont plus conscients, les gens ne travaillent plus. Je vois, les gens ne travaillent plus. Non, les Donc, gens ne travaillent plus. Vous Les avez gens un ne autre problème? facilitent- Oui, bien. Lequel? Pourquoi j'ai évoqué l'éducation? Il n'y a pas de développement d'un pays sans l'éducation. l'éducation. On dit même éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est une question de bon sens. Mhm. Donc, il faut d'abord rentrons par l'éducation, commencer à éduquer nos enfants. Parce que dans l'éducation, on voit éducation financière, éducation amoureuse, éducation, donc ça englobe tout. Alors, Le départ, c'est l'éducation. pourquoi cette question qui relève du bon sens n'est pas réglée? Pourquoi, quasiment depuis 60, on n'arrive pas à régler ces problèmes qui est fondamental et dont la solution relève du bon sens? Parce Pourquoi, qu'on a à votre avis? oublié notre histoire. Parce On qu'on a dit oublié. que l'Afrique n'a pas d'histoire, dit-on. Pourquoi on a oublié notre histoire? Là, on va revenir pratiquement sur votre roman, votre livre, votre essai, pardon, c'est pas un roman, sur le livre, j'en ai parlé tout à l'heure, là, c'était quoi encore le titre Réécrire Réécrire l'histoire. l'histoire, voilà. Alors, vous savez, madame, nous venons de faire l'exercice qui nous a amenés à créer l'Académie du bon sens. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de dire, surtout vous, madame, suppose quelque part que notre pays a perdu son bon sens. Nous sommes un pays sans bon sens. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce constat? Plus que d'accord. On est d'accord. Nous avons des problèmes qui nous arrivent, qui s'installent autour de nous. Nous nous familiarisons avec ces problèmes. Et ces problèmes s'accumulent, s'entassent, et on s'en habitue. Pourquoi devons-nous vivre avec des moustiques? Pourquoi devons-nous subir les embouteillages? Pourquoi devons-nous vivre avec nos enfants Koulouna comme si c'était une fatalité? Pourquoi nous avons le barrage d'Inga, mais on n'a pas d'électricité chez nous? Pourquoi avons-nous un fleuve de plus de 4000 km, on n'a pas d'eau dans nos robinets? Pourquoi avons-nous 1 280 000 km² de forêt? Nous importons le cure-dents. Nous importons les meubles. Pourquoi avons-nous 80 millions d'hectares de terres arables, mais 1% seulement de ces terres est cultivée? Voilà pourquoi nous nous sommes dit, la chose à faire, c'est de restaurer le bon sens. C'est de mettre le bon sens, les vertus du bon sens, au cœur des interactions citoyennes des Congolais. Au travers de cette académie, nous voulons que le bon sens soit au cœur des débats des sociétés dans notre pays. Parce que ce bon sens-là nous est inné.
Ces bons sens-là piaffent d'impatience dans nos profondeurs. Il faut qu'on aille les retrouver. Et pour ça, nous avons créé l'Académie comme une école de formation exhortatoire. Ce n'est pas des formations diplômantes, ce n'est pas des formations certifiantes, c'est des formations exhortatoires où nous exhortons les participants et à travers eux, les Congolais, pour qu'ils aillent chercher les bons sens là qui piaffent d'impatience dans nos profondeurs. Et quelles sont des mesures que vous avez prises? Parce que le Congo est grand, des mesures pour vulgariser ces messages, parce que c'est un message très important, c'est pour conscientiser en fait les Congolais. Quelles sont des mesures que vous avez? Alors, plutôt que prendre des mesures, nous avons développé des outils. Okay. Des outils de ces formations exhortatoires-là. Il y a beaucoup d'outils, je vais en prendre un. Un outil que nous appelons la matrice Si que faire. Cette matrice, nous l'avons pensée, imaginée, forgée pour résoudre tous nos problèmes de société. Cette matrice procède de la structure dialectique qui permet un raisonnement rationnel. Si que faire, c'est première que faire, circonscrire lorsque vous êtes en face de n'importe quel problème. Circonscrire, c'est chercher la cause racine. Vous savez, je vous ai posé la question, pourquoi? Quand on dit, pourquoi nous avons la malaria? On dit non, c'est des moustiques. Mais pourquoi les moustiques sont avec nous? On dira c'est la saleté. Mais pourquoi la saleté? Jusqu'à retrouver la cause racine. On a fini de circoncire, c'est premier que faire. On vient, deuxième que faire, l'analyse. Puisqu'on a trouvé la cause racine, il faut l'analyser. Là, on dresse l'arbre à problème et on fait l'analyse causale. On a dit malaria, moustique, moustique, saleté, saleté, désorganisation sociétale, jusqu'à la cause racine. Pour qu'en remontant l'arbre à problème, on résout et la cause racine et toutes les conséquences et les effets que cette cause a engendrés. Après l'analyse, nous allons maintenant dans la prospection. Prospérer. Troisième, que faire? Prospérer, c'est-à-dire par rapport à chaque conséquence de cette cause racine, développer des hypothèses, des solutions. Donc, chaque effet, chaque conséquence générée par la cause racine doit avoir un scénario de solution. Je dis bien un scénario, dans les scénarios, il y a plusieurs hypothèses de solutions. Ça, c'est troisième, que faire, prospecter. Après différents scénarios, on passe à la décision. Et ce n'est que comme ça qu'on peut trouver une décision agile. Parce que dans tous les scénarios arrêtés lors de la prospection, on cherche le meilleur scénario. Et par rapport au meilleur scénario, on décide. Après avoir décidé, nous sommes au quatrième décision, on monte maintenant à l'inspection. L'inspection, c'est-à-dire la veille, la décision telle qu'elle est mise en pratique, doit être accompagnée d'un système de veille pour détecter les failles, détecter les erreurs et les corriger. Là, on est à la phase 5, inspecter. Après, la phase 5, c'est la phase 6, introspecter. Introspecter, c'est le sixième que faire, c'est-à-dire on remet en cause le premier processus à partir de circonscrire, à partir de la cause racine, jusqu'à la mise en œuvre. On remet tous les systèmes en cause. On fait une introspection. Ça, c'est pour développer des capacités d'innovation, de créativité. Parce qu'il faut toujours aller vers ce qui est dit dans la Bible et qui résume la Bible. Mieux que résumer la Bible, résume les 10 commandements de Dieu. C'est ce que Matthieu dit dans l'Évangile 5, verset 48.
soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Si nul n'est censé être parfait ici-bas, toute société est appelée à prendre les routes de la perfection. Si on se sert de cette matrice, c'est avec cette matrice que nous allons orienter nos formations exhortatoires. Et nous allons adopter une méthode assez atypique de formation. Chaque session est une convocation d'un problème de la vie quotidienne. Donc l'Académie du bon sens est un laboratoire citoyen où on trouve des solutions à chacun de nos problèmes de notre vie quotidienne et nous redonnons ces solutions à la société pour deux raisons fondamentales. D'abord, donner aux dirigeants, s'ils pensent que les idées développées lors de nos sessions sont valables pour les mettre en pratique, ils les prennent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est fondamentale. Nous voulons, à notre modeste niveau, contribuer de manière décisive à la restauration de nos aptitudes de résolution de nos problèmes. Les problèmes sont individuels et publics. Nous voulons modestement contribuer à ce que chaque Congolais se dise « je suis capable de régler mon problème » et que notre société se dise « nous sommes capables de régler tous nos problèmes ». Sauf peut-être les problèmes difficultueux. Les problèmes difficultueux, c'est des problèmes qui demandent une réflexion scientifique. Lorsqu'on veut conquérir la Lune ou Mars, lorsqu'on veut construire un avion ou des fusées, ainsi de suite. Là, ça demande un raisonnement difficultueux, un raisonnement scientifique. Mais le problème qui relève du bon sens, on vient de faire cet exercice, nous voulons que notre société se dise « nous sommes capables de le régler et nous allons nous mettre à l'ouvrage ». Faire la démonstration qu'on ne peut plus cohabiter avec nos problèmes, surtout lorsque ces problèmes sont bénins. On doit refuser de vivre avec les embouteillages. On doit refuser de vivre avec les moustiques. On doit refuser de vivre sans électricité, sans eau potable. Et ça demande une méthode. Ça demande une volonté. C'est des défis primitifs qu'il nous faut relever maintenant, mais de manière collégiale, de manière collective. Une décision volontariste, citoyenne et nationale. Et après, nous allons nous mettre, comme tout le peuple, dans des raisonnements scientifiques pour, à notre tour aussi, fabriquer des avions, des fusées, tout ce qui est sophistiqué. Voilà les défis que nous nous lançons. Plus que le bon sens somnole dans nos profondeurs, nous voulons que le bon sens soit devant nous, autour de nous, et que les règles, aussi bien les règles que les vertus du bon sens, régulent nos interactions citoyennes de tous les jours. Voilà pourquoi nous avons lancé l'Académie du bon sens. L'Académie du bon sens, ce n'est pas une passerelle qui amène un parti politique? Non, parti politique, c'est trop facile de faire ça. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on a voulu faire un parti politique qu'on a fait l'Académie du bon sens. Non. On a fait l'Académie du bon sens. Il faut lire notre manuel d'information. C'est pour ces besoins sociétals fondamentaux. Hein? Et paradoxalement, si les partis politiques veulent bien faire la politique, au sens noble du terme, la politique qui renvoie à police, c'est-à-dire prendre en charge la cité, la société, il devrait s'inspirer de ce que nous voulons faire parce que nous avons fait cet exercice et nous avons ensemble fait le constat que nous sommes une société en panne de bon sens. Nous voulons redonner le bon sens. Et quand vous parlez des partis politiques, ça renvoie à l'exercice électoral, démocratique. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que les élections nous apportent comme solution à nos problèmes? Très bonne question.
Bonne question. Qu'est-ce que l'élection apporte comme solution à nos problèmes? Ça, c'est une question qui se vaut vraiment d'être étudiée. L'Académie du bon sens veut que chaque question, chaque acte que la politique pose réponde à cette question fondamentale. Pour résoudre quel problème? Nous faisons la démocratie pour résoudre quel problème? Madame, ce n'est pas la démocratie qui a aidé l'Europe à se développer. Ce ne sont pas les élections qui ont aidé l'Europe à se développer. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Là-bas. Lorsqu'on parle, assez souvent on parle du Moyen-Âge, non? Oui. Hein? Mais on parle de moins en moins du bas âge européen. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bas âge? Les bas âges européens, c'est, pour faire simple, 1% dans l'époque médiévale, les Européens savaient lire et écrire. Le Moyen-Âge, c'est entre 10 et 11%. C'était une société de l'ignorance, une société de la barbarie. Pour sortir du Moyen-Âge, les Européens se sont appuyés sur ce qu'ils ont appelé le siècle des Lumières. Les Lumières, c'est des gens qui ont dit sortir de l'obscurité, c'est apprendre les règles de la logique. Les Lumières se vengent contre l'obscurantisme religieux et contre l'absolutisme politique. On disait entre l'absolutisme politique et l'obscurantisme religieux, au milieu, il y a la raison. Dorénavant, nous devons cheminer vers les raisonnements rationnels. Ils ont imposé les raisonnements logiques qui a produit le machinisme après l'industrialisation et les développements informatiques, technologiques que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons fait l'exercice. Au centre de nos difficultés, au centre de nos défaillances, il y a la perte du bon sens. Et nous voulons contribuer à ce que les vertus du bon sens qui somnolent dans nos profondeurs retrouvent nos forces cognitives et que nous restaurions nos aptitudes à résoudre nos problèmes. Parce que depuis 60, nous avons le même problème. L'indépendance n'a duré que 5 jours, madame. 5 jours. Le 5 juillet 1960, c'était la mutinerie. Les problèmes ont commencé 5 jours après. Après, il y a eu la mort de Lumumba, après, des rébellions, des guerres, des coups d'État. Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous sommes occupés. Nous sommes en guerre. Alors, si vous prenez la matrice CICFR pour analyser cette guerre, vous allez revenir au même problème. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juillet 1960? Nous avons perdu notre capacité à résoudre nos problèmes. Nous devons en priorité restaurer cette capacité. Et ce n'est pas un parti politique qui fera ça. C'est la bataille pour que les vertus du bon sens guident nos faits et gestes citoyens du quotidien. Donc, ce n'est vraiment loin d'être une ambition des politiques politiciennes. C'est vraiment une démarche éminemment citoyenne. Parce que c'est une démarche pas facile. Oui. Et faire un parti politique, c'est le lieu commun, quoi. J'aime bien que vous dites déjà que c'est une démarche qui n'est pas facile, effectivement, parce que automatiquement, là, permettez-moi de vous dire, est-ce que vous ne pensez pas, là, quelque part, l'Académie du bon sens risque d'entrer dans une sorte de mission impossible, vu l'immoralité ou le manque de conscience du Congolais d'aujourd'hui? Vous voulez que devant cette immoralité, qu'on croise les bras? Vous voulez qu'on se mette à genoux devant cet amoralisme? Nous nous sommes dit non. Nous devons aller en guerre contre les antivaleurs, mais de manière méthodique. Vous savez, je prends un exemple dans l'histoire. Excusez-moi de faire des références, ça nous permet d'éclairer notre débat. Il y a un homme
en France qui s'appelait Abélard, le Xe siècle. Il dit, pour que notre société change, il faut que les enfants soient formés au raisonnement logique, parce que nos enfants sont bêtes. Et cet homme, Abélard, crée une école pour enseigner la logique, en 1102 à Paris. Cette école est devenue aujourd'hui la Sorbonne. Notre rêve le plus fou est que l'Académie du bon sens que nous venons de créer devienne demain, même pas entre nos mains, mais demain, une institution pérenne qui forme avec des cursus universitaires les plus complets de jeunes Congolais à la citoyenneté éthique et agile. C'est notre rêve. Voilà, madame, pour couper court, est-ce que cette ambition est de l'ordre de politique politicienne? Notre rêve, c'est que cette académie soit adoptée par tout le monde et qu'elle soit placée au cœur de la société pour enseigner non seulement les règles du raisonnement logique, mais aussi les vertus du bon sens, parce que notre société en a besoin. Il n'est pas question de se mettre à genoux et de déclarer forfait devant cette bataille importante du sursaut civique, du sursaut citoyen. Non, vous devez refuser cette hypothèse, cette posture de forfait devant la lutte pour que nous devenions, j'espère que vous priez. On Absolument. a parlé de Matthieu, Oui. devenez parfait comme votre Père céleste. Il y a encore un autre verset, madame, qui le dit encore bien mieux. Dans Paul dans Romains 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je vous ai donné mon fils. Je veux que mon fils Jésus soit le premier-né d'un grand nombre de vous, de vos frères. Et Jésus représente l'homme parfait. Alors si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes un pays de chrétiens, nous devions enseigner d'abord et avant tout les vertus du bon sens pour faire ce que la Bible nous recommande, devenir une société parfaite. L'homme est né nu. Mais l'homme, c'est la créature la plus fragile de Dieu, contrairement à d'autres créatures. Dieu a donné des facultés sensitives à l'animal. Il a donné des facultés végétatives aux plantes. Dieu nous a donné quoi en particulier? Quelle faculté Dieu nous a donné? Le libre arbitre. Comment? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Le bon sens. Mais pas que. Dieu nous a donné une faculté particulière. De lui ressembler. De lui ressembler. Dieu a voulu que nous ayons des propriétés divines en nous. Que nous ayons avec lui une relation de consubstantialité. Quand on se dit homme, c'est qu'on doit être comme Dieu. On doit ressembler à Dieu. Je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est la perfection. C'est l'intelligence, mais pour voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est pour entendre ce qui est impossible d'entendre avec les oreilles. C'est pour créer les mondes qui n'existent pas encore. Donc notre première tâche, c'est refuser les réalités qui nous environnent pour imaginer notre propre réalité, selon notre définition du bonheur, selon ce que nous pensons être la meilleure formule du bien vivre ensemble en société. C'est cela notre tâche en tant qu'homme. Alors, voulons-nous être cet homme-là? Quand est-ce que nous allons prendre la résolution?
C'est ni la démocratie, rien du tout ne nous amènera à prendre cette décision. Il n'y a qu'à décider. En tant que peuple, restaurons la plénitude de notre humanité. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'histoire, parce que c'est dans l'histoire qu'on retrouve les affres qui nous ont conduits à vider notre humanité de son essence divine. C'était ça le travail de la colonisation. La vassalisation, c'est pour diminuer tous les ressorts divins dans notre humanité. Et notre première tâche aujourd'hui, c'est restaurer cette essence divine qui somnole dans nos profondeurs. Décidons de le faire à travers la restauration des vertus du bon sens. Nous en sommes capables. Parce que si on recule, si on va dans notre ancestralité, on retrouvera, et c'est comme ça qu'on appelle nos plénières, nos séances formatives. On les appelle les Bonanza. Les Bonanza. Bonanza. Dans l'empire Luba, quand Kongolo Mwanza crée l'empire Luba, Oui. la première institution qu'il a créée, c'était le Bonanza. Bonanza où se réunissaient les érudits de l'empire Luba qu'on appelait les Bakole. Les Bakole viennent des Pakome. Pakome, c'était le premier Égyptien qui avait créé le monastère. Là où on réfléchit. Imaginez que Kongolo Mwanza, en 400, disons 5e siècle, avait cette institution chargée de réfléchir, matin, midi, soir, au devenir de la société, chargée de donner à la société Luba les capacités professionnelles, les capacités spirituelles. Ces gens-là, c'était en retrait de la société pour penser les devenirs de la société. Et c'est comme ça qu'on appelle nos séances formatives les Bonanza. D'accord. Nous en sommes là, nos références, c'est notre ancestralité qui a pensé la perfection de notre société. Et pourquoi nous, 2023, nous sommes incapables de penser que notre société peut devenir parfaite, que dans notre société peut régner le bon sens. Voilà les défis qu'on s'est censés. Je crois absolument. Je crois absolument. Mais alors, Ah, merci. absolument, c'est pour ça que vraiment ça nous intéresse et qu'on vous pose toutes ces questions. Alors, j'ai encore une question là qui me pend à la bouche, qui me pend aux lèvres. Monsieur Mbengi, sans refuter tout ce que vous avez dit, il existe au Congo un comité qu'on appelle le comité de changement de mentalité. Il existe aussi un ministère de bonne gouvernance et citoyenneté. Alors, quelle est la différence que vous apportez avec l'Académie du bon sens comparativement à ce qui existe déjà dans ce cadre-là qui englobe la bonne gouvernance, la citoyenneté et changement de mentalité? Qu'est-ce que l'Académie de bon sens apporte de différent de ce qui a déjà été, ce qui est planté déjà? Nous apportons un cadre avec des instruments de travail, un cadre qui va fonctionner comme un laboratoire. Nous convoquons chaque mois, chaque 2 mois, un problème qui nous révolte. Nous le convoquons en séance académique. Ok. Comme un laboratoire, nous l'analysons, nous dégageons des solutions les plus agiles, les plus pratiques, les plus concrètes. Nous le publions. D'accord. Nous les adressons à tout le monde sur 2 voies. La voie des autorités pour qu'ils piochent là-dedans si ça les intéresse, mais aussi la société pour combattre le fatalisme que nous attribuons assez souvent aux problèmes qui nous environnent, aux problèmes de foi bénins. Nous voulons que tous les citoyens se disent « nous sommes capables de régler nos problèmes » et que ces sentiments deviennent communs et que notre société se dise maintenant fini. Nos problèmes, on les règle systématiquement, méthodiquement, jusqu'à ce que la société se heurte avec des problèmes compliqués. Lorsque nous aurons décidé, nous aussi, de conquérir la planète Mars, ou la Lune, ou je ne sais où, lorsque nous aurons décidé de fabriquer des avions, des fusées, là, on dira non, il faut développer aussi les côtés savants de notre société. Mais
tous ces problèmes, dont les solutions relèvent du bon sens, nous devons, même dans l'urgence, le régler. Et si nous sommes complémentaires avec ce qui s'est fait au niveau du ministère du changement de mentalité, nous ne demandons que ça. Et nous sommes dans une logique de sommation, de complémentarité. Nous ne voulons rien rejeter. Tout ce qui va dans le sens du combat contre les antivaleurs, dans le sens de la restauration des vertus du bon sens, mettons-nous ensemble pour que notre société sorte du fatalisme. C'est cela notre défi. Mais comment s'organiser ça, c'est où, quand, comment, ça fonctionne comment tout ça? Alors, nous avons un siège qui est à la SENCO. Nous sommes partenaires avec les CEPAS pour nos formations exhortatoires. Donc, les formations se déroulent au CEPAS, à la salle du CEPAS. Nous commençons notre session le 17 octobre à l'occasion de la Journée mondiale du refuge et de la misère. Voilà. Et vous venez de le dire, la première session s'ouvre avec la thématique de la transfiguration de l'esprit congolais par la réécriture de notre histoire. Ah, ok. Nous nous sommes dit, il n'est pas possible. Vous avez parlé de Pandafarnana. Oui. Il n'y a pas une rue qui s'appelle Pandafarnana. Non. Vous connaissez Kimpavita? Oui. Il n'y a pas Je une avenue, une place, une ville qui s'appelle Kimpavita. Je l'ai connu très tard. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai vu dans aucun livre dans mon enfance, je ne l'ai vu nulle part. Je vous ai parlé de Kongolo Mwanta, je vous ai Mini Ngongo, Nimi Alukeni, qui nous a donné ce nom Congo. Et moi, je parle souvent de l'embouchure, Christophe Colmé Veni. Il n'y avait pas des autochtones à l'époque. Mais cet autochtone-là, c'était les créateurs du royaume Congo. Alors, pourquoi dire que c'est lui qui va quitter là-bas pour venir découvrir? Madame, vous mettez les doigts sur le problème central de la réécriture de l'histoire. Les jours où nous allons changer de paradigme historique, en ne disant plus c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, mais en disant plutôt Diego Cao est le premier envahisseur du Congo, tout le paradigme historique change. Quand nous disons Diego Cao est le premier envahisseur du Congo, tiens, nous allons nous poser cette question, mais ce Congo-là que Diego Cao a envahi, c'était comment? C'est la découverte ou la redécouverte de notre histoire précoloniale. Et là, on se rendra compte que nous sommes un peuple issu de l'Égypte antique. Et il y a des traces dans notre pays qui prouvent que notre foyer originel, c'est la Nubie. C'est de là, à partir de là, qu'on s'est dispersé. Et vous allez découvrir, au travers de cette séance, nous irons à la découverte du premier ancêtre Bantou. C'est lui qui nous a donné ce nom Bantou. Vous vous êtes déjà posé cette question, d'où nous tenons ce nom Bantou? Allons-y. Mais venez. D'accord. Vous allez découvrir ça là-bas. Nous allons découvrir notre premier ancêtre Bantou. Comment s'appelait-il? Où vivait-il? Comment, à partir de là où il vivait, nous avons quitté ce foyer originel pour peupler l'ensemble de l'Afrique et nous installer ici en République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est dans l'Académie du Bon Sens. Tout ça dans l'Académie du Bon Sens. Et nos objectifs, c'est dire, mais tous ces ancêtres-là, il faut les convoquer aujourd'hui, il faut qu'ils soient présents dans notre quotidien, à travers les statues, à travers les monuments, à travers la débaptisation des avenues, des rues, des villes, pour qu'ils nous guident. Nos ancêtres ont été les premiers à inventer la science, notamment la science mathématique, à Ishango. À Ishango, l'arbre d'Ishango. 23 000 ans avant Sumer. Pourquoi ce n'est pas dans le manuel d'histoire? Pour prendre la décision de cette thématique, nous avons mené des enquêtes pour nous rendre compte que dans tous les manuels de l'enseignement de l'histoire, de la première à l'université, 30% seulement d'enseignement d'histoire parle du Congo. Ah oui. C'est pas possible.
C'est renversant. L'histoire est la clé qui ouvre la porte de l'avenir. Et l'histoire, c'est pas seulement dans le manuel d'histoire. L'histoire a la particularité d'être une matière qui doit être présente au quotidien, à travers les monuments, à travers les cinémas, à travers les théâtres, à travers les chansons, à travers la débaptisation des avenues de Dieu. Madame, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Quand on reçoit un journaliste, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que ça vous rappelle Gambella? Il ne faut pas qu'on parle de Gambella de manière anecdotique, comme un simple marché. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale se déclenche, la Belgique est occupée. Les rois belges sont faits prisonniers. La Belgique n'existait qu'à travers les Congos. La Belgique, c'était les Congos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les militaires congolais ont sauvé l'Afrique qui devenait aussi nazie. Quand on parle des Gambella, nos vaillants militaires, nos ancêtres, ont été jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Birmanie en Asie, pour combattre les nazis. Un combat par procuration. Un combat qui n'était pas les nôtres. Il y a eu des milliers de morts. Eux ont pensé créer une cité toponymique qui devrait porter les noms des victoires des Congolais lors de la Deuxième Guerre mondiale. Gambella, Sayo, Éthiopie, ainsi de suite. Victoire. Et tout ça n'est pas enseigné. Tout ça n'est pas dans notre quotidien. Comment voulez-vous que nous ayons aujourd'hui des soldats vaillants, guerriers? Si nous mettons ces guerriers-là, qui ont été jusqu'en Palestine pour se battre, qui ont gagné la grande guerre d'Éthiopie contre les Italiens. Des milliers d'Italiens ont été faits prisonniers par des Congolais, nos ancêtres. Les militaires actuels ne savent pas qu'ils ont des ancêtres valeureux. Alors nous voulons, à travers cette session, reconvoquer cette nécessité de donner à nos enfants, à nos jeunes, des repères pour qu'ils sentent que dans leurs veines circulent des vaillances. Les vaillances sont guerrières, les vaillances sont cognitives, parce qu'ils doivent savoir que leurs ancêtres ont inventé les sciences mathématiques à Ishango. S'ils prennent conscience de ça, nous aurions des jeunes les plus grands inventeurs, les plus grands mathématiciens du monde. C'est cela la valeur de l'histoire. Si les militaires, dans leurs camps, dans leurs académies de formation, ils apprennent toutes les luttes vaincus, gagnés par leurs ancêtres qui ont la peau comme eux, s'ils savent qu'au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, le seul volontaire de guerre lors de la Première Guerre mondiale était congolais, c'est les groupes de Panafarnana. Volontaires de guerre. Ils ont fait des prouesses, notamment à Namur, sur plusieurs théâtres des opérations. On ne sait pas. Comment voulez-vous former des braves citoyens, des citoyens qui aiment leur pays? Parce que ces sangs-là que nos ancêtres ont versés, c'est notre sang. Aujourd'hui, on doit préserver ces territoires, on doit les construire, on doit les protéger. Parce que ces sangs-là ont été versés pour la même cause, pour les mêmes causes. Si nos ancêtres ont inventé la science, 23 000 ans avant Sumer, c'est pour que nous soyons le meilleur scientifique du monde. Voilà la valeur de l'histoire. Voilà ce que nous voulons traiter comme problème. Et là, nous commençons par les commencements. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'histoire. D'accord. Il faut que les Congolais écrivent leur propre histoire. Nous devons, c'est une obligation. Oui. Chaque peuple écrit son histoire de manière volontariste. L'histoire, c'est un récit national que vous fabriquez vous-même. Vous n'avez d'autorisation à attendre de personne.
Vous décidez Oui. de ce que doit être votre passé. Oui. Voilà, permettez-moi cette histoire. Je vous en prie. Vous savez, avant la traite des Noirs, Oui. vous savez qu'il y a eu la traite des Blancs. Expliquez un peu. La traite des Blancs. La traite des Blancs, avant la traite des Noirs, il y avait deux grands marchés de vente des esclaves blancs. C'est Dublin et Verdun, En France. en France. Hmm. Et Dublin, En en- Allemagne. Pardon, En Grande-Bretagne. En Bretagne. ça a commencé au Xe siècle, et même avant. Mais ces marchés-là, c'était entre le Xe et le XIe siècle. Mais jusqu'à cette date qui m'est restée dans la tête, le 20 juin 1621, les esclavagistes ont vidé toute la ville de Baltimore en Irlande. A été vendue à Tripoli, en Tunisie, oui, et au Maroc. Ah, on apprend des choses. Je dis bien le 20 juin 1621. On a vidé toute une cité, la cité de Baltimore, en Irlande. Mais les Blancs ont décidé, les Européens ont décidé de gommer cette histoire dans leur manuel d'histoire. Vous parlez de l'Antiquité grecque. Oui. Les Grecs n'étaient pas européens. L'Antiquité grecque, il est revenu par des envahisseurs morts et sarrasins au Xe siècle. Lorsqu'ils ont créé l'école de Cordoue, c'est comme ça que les Européens vont apprendre à travers des érudits morts comme Averroès, comme Avicenne ou Albucasis. Ils vont apprendre l'Antiquité grecque. Et ils ont décidé d'en faire leur passé. Donc, passé, voilà. Ils ont même fait mieux. Ils ont pris un dieu moyen-oriental, Jésus, pour en faire leur dieu. Ils ont décidé que Jésus-Christ sera leur dieu. Ils ont décidé que le passé grec sera leur passé. Mais nous avons notre passé à nous. Ok. Nous avons notre passé égyptien. Nous avons notre passé nubien. Nous avons notre passé des Napata. Nos empires, nos royaumes. Pourquoi ce passé n'est pas présent dans notre présent? Effacer l'histoire. Mais nous attendons quoi pour la réécrire, cette histoire? Et lors de cette session, nous n'allons pas réécrire l'histoire. Nous allons demander, faire un plaidoyer Oui. pour que cette histoire soit réécrite par les experts qui existent, D'accord. qui ne demandent qu'une volonté étatique pour se mettre à l'ouvrage. Mhm. Nous allons donner des jalons, des outils pour enseigner cette nouvelle histoire, de la maternelle à l'université. Nous allons donner des moyens, des outils pour diffuser cette histoire à travers tous les canaux de communication, la presse, Oui. la chanson, le théâtre, le cinéma, le monument, les stèles, les places, les avenues. C'est ce que nous allons faire lors de cette session. D'accord. Nous allons faire une proposition des noms emblématiques, Mhm. légendés, pour que cette présence nous redonne confiance. Vous avez dit au départ, ce que nous avons le plus perdu, c'est la confiance en nous. Mhm. Mais si nous savons que nous avons été les inventeurs des mathématiques, nous allons récupérer cette confiance en nous. Si nous savons un militaire congolais qui sait que son ancêtre Oui. militaire Mhm. a été jusqu'en Palestine, Oui. jusqu'en Birmanie pour combattre, et il a gagné des victoires. Oui. Ce militaire d'aujourd'hui sera invincible. Mhm. Il sera un vaillant guerrier. Voilà pourquoi nous commençons par les commencements. Oui. Voilà pourquoi nous pensons que notre travail est complémentaire à tout ce que font d'autres officines, comme vous avez parlé du ministère du changement des mentalités. Si on peut être complémentaire, Mhm. pourquoi pas? Vous savez, l'Académie française qui perdure jusqu'aujourd'hui a été une initiative d'un homme, Mhm. Richelieu, Richelieu, avec sa bibliothèque. dans sa bibliothèque. Mhm. Aujourd'hui, c'est devenu une académie d'État. Oui. Dans une société, il faut deux fois, et c'est moi avec mes amis, nous avons décidé de nous inscrire dans une logique de reddition des comptes.
dans une logique de partage d'expériences et de connaissances. Dans une société, il faut qu'il y ait des gens qui se disent « Ce pays nous a donné, à notre tour de rendre. Et la chose que nous pensons la plus précieuse à rendre à notre jeunesse, c'est notre expérience. C'est que nous avons pu accumuler comme connaissances. Et l'Académie du bon sens, c'est essentiellement un lieu de partage de connaissances, un lieu de reddition des comptes pour que nous sachions repérer ce qui ne va pas et qui relève du bon sens et donner des outils. Et nous avons même fabriqué des modules adaptés. Vous allez venir, vous allez voir, des modules qui permettront aux jeunes de se saisir de ces problèmes avec des outils que nous avons élaborés, se mettre en laboratoire pour les résoudre. Voilà. Ce qui est intelligemment traité en laboratoire est mis en œuvre de la manière la plus facile en société. Voilà comment nous pensons contribuer à la restauration de nos capacités individuelles et collectives de résolution de nos problèmes. Moi, j'ai plus qu'une chose à dire. C'est bienvenue à l'Académie du bon sens. Parce que là, on comprend vraiment que l'Académie du bon sens, elle a le bon sens d'être. C'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. Oui. Merci d'avoir cette pensée pour nous.